Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver sur les antennes d'Azur TV. L'actualité de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le tout en moins d'une heure avec à la une ce soir évidemment la vaccination qui s'ouvre aux plus de 18 ans. Il n'y a plus de contraintes. Vous pouvez d'ores et déjà vous pouvez depuis quelques jours même prendre rendez-vous. Reportage à Coudoux dans les Bouches-du-Rhône. Vous allez le voir, des jeunes qui sont soulagés de pouvoir se faire vacciner. Nous partirons également dans le Var à la recherche des touristes étrangers. Ils sont plutôt rares en cette année, évidemment à cause de la crise sanitaire. Habituellement, ils sont nombreux durant le mois de juin. Nous verrons que les campings et les hôtels les attendent et se réconforte avec la clientèle française. Et puis c'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. Et la crise sanitaire a fait émerger un phénomène. Il y a de plus en plus de fumeurs, notamment dans les populations précaires. Le président du comité de la Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes sera avec nous sur ce plateau. Il s'appelle Gérard Vandenbulck. Voilà pour la première partie de ce Grand Direct, une première demi-heure que nous allons commencer donc avec la vaccination. C'est désormais possible pour tout le monde, il suffit d'être majeur, plus d'histoires de comorbidité, encore faut-il trouver des rendez-vous, mais dans notre région, il y en a, comme par exemple au centre de vaccination de Coudoux, c'est dans les Bouches-du-Rhône, et le reportage est signé Lucas Licata-Caruso. Elle était attendue, la voilà. La vaccination ouverte à tous les Français majeurs a démarré aujourd'hui. Dans ce centre de vaccination de Coudoux, les jeunes primo-vaccinés ne cachent pas leur joie de retrouver comme un goût de vie d'avant, mais ils gardent en tête la nécessité de protéger les plus fragiles. C'est un peu comme un pass pour la liberté, pour pouvoir retrouver un peu une vie normale. C'est important d'aller se faire vacciner, de protéger les autres en même temps avec ce vaccin. Et pour profiter de l'été qui arrive aussi ? Oui, important de profiter de l'été parce que l'année dernière on a bien profité, mais cette année on a eu un peu un goût de frustration. Enfin moi pour ma part, on n'a pas fait grand chose à part travailler à la maison. Je vais pas vous mentir, c'est pour le pass sanitaire, au moins je peux faire ce que je veux, voyager et sans problème. Voilà. Il y a des choses de prévues pour les voyages, oui, voyager à l'étranger, en Amérique du Sud. Pour pouvoir voyager, pour protéger la famille, on a 2 petits-enfants à la maison, alors c'était important de se protéger aussi. Sans mentir, c'est sûr que c'est l'été, il fait chaud, on a envie de sortir et on sait que si on est vacciné, on aura plus facilement accès à un petit peu tout. Mais c'est aussi hyper important, pas que pour soi, parce que les 18 ans, parfois on est asymptomatique, mais c'est pour les autres, notre entourage, nos parents, nos grands-parents, nos proches, c'est important pour tout le monde de se vacciner. D'abord je pense à ma famille pour pouvoir les protéger et puis c'est sûr qu'il y a un autre aspect, c'est aussi pour avoir la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut entre guillemets. Depuis le début de la campagne vaccinale, 1 900 000 premières doses ont été injectées et le cap du million vient d'être dépassé pour les injections de seconde dose. Et en ce lundi, un mouvement de grève à la SNCF qui touche les agents de sûreté ferroviaire. Ce sont des professionnels assermentés qui veillent à la sécurité des voyageurs dans les gares et dans les trains et qui sont aussi formés à intervenir en cas d'incident. Ils réclament plus de reconnaissance et des augmentations de salaire. Manifestation organisée devant la gare Saint-Charles de Marseille. Yann Criado. Ils étaient une centaine à manifester ce lundi matin devant la gare Saint-Charles à Marseille. Les agents de la sûreté ferroviaire réclament avant tout une meilleure équité salariale. Aujourd'hui, les cadres et les dirigeants se sont octroyés une augmentation de 150 € par mois, alors qu'en ce qui nous concerne, ça fait plus de 22 ans que je suis à la sûreté et ça fait plus de 22 ans qu'on n'a pas eu un centime d'augmentation. On a une prime de port d'âme qui n'est pas incluse dans le salaire, donc il ne compte pas pour la retraite. Et on a pour certains d'entre nous qui commencent, ils ont un salaire fixe qui est inférieur à celui du SMIC. Les agents souhaitent également une meilleure considération de la part de la direction de la SNCF. Pour vous donner un exemple, nous sommes considérés comme du personnel administratif. Donc c'est très drôle, nous, agents de la surveillance générale, personnel administratif, on passe notre vie dans les gares et dans les trains. Et on a une prime de travail, pour vous donner le détail, qui équivaut à 14 €. Celle des contrôleurs par exemple est de 24 €. Les manifestants présents ce matin soulèvent également la prise de risque que leur mission implique, notamment depuis le premier confinement avec les règles sanitaires à faire respecter en gare. On est en première ligne, on a un salaire qui ne correspond pas forcément à toutes nos difficultés qu'on rencontre tous les jours. On est agressé, on interpelle, on fait des PV, on est quand même au contact. Nous, pendant le confinement, on était présents.
On a été présents et je peux vous dire qu'on a fini au commissariat de très nombreuses fois. Les gens ne portaient pas le masque, ne respectaient pas le confinement. On essaie de dialoguer. On est humains comme eux. Mais le souci, c'est qu'on avait des réfractaires en gare, forcément qui ne respectaient rien. Ça part d'un outrage, une interpellation, des violences volontaires. Et aujourd'hui, pour tout ça, je gagne 1 400 €. Contacté par notre rédaction, la direction de la SNCF n'a pas souhaité prendre la parole à ce sujet. Dans la matinée, Thierry Mariani, le candidat RN aux élections régionales, s'est greffé au mouvement, faisant fuir les manifestants qui ne souhaitaient pas être associés aux partis politiques. Le mois de juin approche, c'est demain, vous l'aurez noté, et habituellement l'été démarre pour les hôtels, les campings et les professionnels du tourisme grâce à la clientèle étrangère. Or, crise sanitaire oblige, eh bien, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais ne sont pas au rendez-vous. Très peu de réservations. Illustration à Fréjus dans le Var avec ce reportage de Claudia Olivier. Habituellement, à cette époque de l'année, la clientèle étrangère représente plus de 50% des réservations dans ce camping de Fréjus. Cette année, seuls 4 emplacements sur 150 sont occupés par des touristes des pays voisins. Aujourd'hui, comment ça s'appelle en début de saison, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'étrangers. On a eu des Belges, on a eu des Hollandais, très peu d'Anglais. Vraisemblablement, ce sera plutôt dans la haute saison. Mais on a déjà à peu près une quinzaine de personnes, une quinzaine de familles, grosso modo, qui sont passées déjà sur les colocs depuis le 19 mai. Frontières fermées, pass sanitaire ou encore quarantaine, la crise a donc des conséquences. Flou sur les règles et les protocoles, il y a un vrai manque d'informations selon le directeur du camping. Tant qu'on n'a pas de protocole clair sur la venue des étrangers, ça ne sert à rien de communiquer sur quelque chose que de toute façon ils ne réserveront pas. On pense que les réservations des étrangers arriveront en toute dernière minute, s'il reste de la place, parce que les Français sont très demandeurs. Et on remplit énormément à l'heure actuelle avec la clientèle française. Dans cet hôtel, c'est le même constat, pas d'étrangers, mais la clientèle française vient compenser. On a l'habitude d'avoir une part de clientèle anglaise, allemande et également suisse. Donc cette part-là, on ne l'aura pas cet été. Elle est remplacée par des Français qui avaient l'habitude de partir à l'étranger et qui plutôt restent en France cette année. Mais pour le mois de septembre, c'est vrai qu'on peut craindre qu'il y ait une pénurie de cette clientèle-là. Oui. Le 9 juin prochain, deuxième étape du déconfinement. Des touristes suisses sont attendus dans cet hôtel. En juin 2019, la clientèle étrangère représentait 32% des réservations dans les hôtels du Var, au moins 2 fois plus que cette année. Voilà, la clientèle étrangère qui n'est pas au rendez-vous et pour cause, la crise sanitaire évidemment perturbe et freine nos voisins. Bonsoir Alexis Ricard. Bonsoir. Journaliste pour la rédaction d'Azur TV. On va essayer d'aller plus loin avec vous et puis essayer d'expliquer à nos téléspectateurs comment eux peuvent voyager. Alors on va se contenter des pays limitrophes de l'Europe. On ne va pas sortir de l'Europe, on va parler de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne notamment, avec la législation actuelle. Si on veut sortir de France aujourd'hui, est-ce qu'on peut ? Alors on va effectivement rester sur des exemples assez proches puisque c'est déjà assez compliqué, très honnêtement. Le fait est qu'actuellement, il n'y a pas d'harmonisation, c'est-à-dire que chacun applique des règles. Vous allez voir, il y a des règles qui se retrouvent, évidemment, il y a un schéma plutôt classique, mais chacun a un petit peu sa propre législation. En Italie, par exemple, pour se rendre là-bas, il faut un formulaire en ligne qu'il faut remplir avant de partir. Ça permet d'appliquer le contact tracing, en fait, savoir où est-ce que vous êtes allé, à quel moment, savoir à peu près quels sont ces mouvements de population. Depuis la France, il faudra se munir d'un test PCR ou antigénique daté de moins de 48 heures. Il est noté aussi qu'il faut se signaler auprès de l'autorité sanitaire régionale. Bon. Il y a des pays à peu près aussi souples, comme l'Espagne. On retrouve notre formulaire en ligne. Celui-là, il donne droit à un QR code en cas de contrôle. C'est assez moderne. Là aussi, le test PCR est nécessaire. Moins de 72 heures cette fois-ci. Donc 48 heures l'Italie, 72 heures l'Espagne. Les pays latins qui sont plutôt accommodants. C'est assez souple. Après, ça peut devenir un petit peu moins souple. On va parler notamment de l'Allemagne. L'Allemagne, on retrouve cette déclaration par Internet. Là, il va falloir avoir un test PCR ou antigénique. C'est un peu plus compliqué. Le PCR, c'est 72 heures et l'antigénique, 48 heures de leur côté. Mais aussi, on peut avoir l'attestation de vaccination complète ou
le certificat de rétablissement Covid. On retrouve les 3 sésames, si je puis dire, du pass sanitaire français. On va en reparler après. À noter quand même que l'Allemagne est un pays fédéral et donc les règles peuvent changer en fonction des Länders et aussi de l'évolution de la situation sanitaire. L'Angleterre, enfin, c'est un cas un peu particulier parce qu'elle a quitté l'Union européenne. Là aussi, le test PCR ou antigénique est nécessaire, moins de 72 heures. Attention, il précise quand même sur le site de l'ambassade qu'il y a un certain seuil de sensibilité exigé. Donc attention quand même à aller faire un test, on va dire homologué pour eux. Il y a le sempiternel formulaire en ligne et il y a une quarantaine, a priori 10 jours dans un hôtel ou un domicile et la réservation est obligatoire. Et il y aura 2 tests durant cette quarantaine au 2e et au 8e jour. C'est assez strict. Donc a priori l'Angleterre, on n'y rentre pas comme ça. Là aussi, je parle d'Angleterre, je devrais plutôt dire le Royaume-Uni puisqu'on va retrouver l'Angleterre mais aussi l'Écosse. Les règles peuvent aussi évoluer entre ces parties du Royaume-Uni. Alors ça c'est pour les règles de base actuellement. On sait qu'à partir du 9 juin, il va y avoir une évolution législative en France. Le pass sanitaire devrait rentrer en fonction. Est-ce que ce pass sanitaire va nous permettre de voyager aussi partout en Europe? On imagine qu'il va falloir harmoniser tout ça. Alors c'est le gros projet qui est actuellement en chantier. Ce pass sanitaire donc, qui va être délivré avec l'application Tous Anti-Covid, on nous précise qu'on pourra voyager avec. C'est en tout cas ce que dit Clément Beaune, qui est le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Il nous explique qu'on va pouvoir voyager avec cette application Tous Anti-Covid qui délivrera le pass sanitaire français. Pour rappel, il sera mis en vigueur, il entrera en vigueur le 9 juin. Pour autant, le 1er juillet, on doit retrouver ce pass sanitaire européen qui permettra de voyager. Mais il faut encore harmoniser l'ensemble, notamment sur la question des enfants. Ce n'est pas encore très clair le seuil à partir duquel on exigera, par exemple, un test négatif. Et enfin, on a parlé de l'Angleterre tout à l'heure, enfin du Royaume-Uni, pardon, mais comme ils ne sont plus dans l'Union européenne, il faudrait voir un petit peu si ça va marcher avec eux, si ce sera aussi compatible. Les effets du Brexit aussi, puisque... Un effet collatéral du Brexit, et je précise aussi que pour ceux qui veulent se rendre dans un pays, quel qu'il soit, c'est toujours intéressant de se rapprocher de l'ambassade en question, qui est dans le pays, ou regarder sur diplomatie.gouv pour avoir quand même des informations de première main, et qui peuvent évoluer, parce que on a vu l'exemple d'un pays fédéral comme l'Allemagne, ça peut changer en fonction des Länders, et aussi en fonction de la situation sanitaire, puisqu'actuellement c'est la décrue. Espérons que ça continue, mais ça peut toujours... Mais on n'est pas à l'abri effectivement d'un rebond et des pays qui adaptent leur réponse à la crise, et ça peut changer effectivement du jour au lendemain. Merci beaucoup Alexis Ricard. On vous retrouve très bientôt évidemment sur ce plateau. L'actualité sportive, avant d'accueillir notre invité, la victoire ce week-end du Niçois Fabio Quartararo, c'est de la moto. Alors voilà, Fabio Quartararo qui remporte donc le Grand Prix d'Italie. Johann Zarco, le Canois, lui est 4e. Fabio Quartararo qui est désormais leader du championnat du monde de MotoGP. 24 points après 6 Grands Prix. Un Grand Prix, un week-end qui a été marqué par la disparition d'un jeune pilote suisse, Jason Dupasquier, dans une catégorie inférieure, qui est décédé d'un accident de moto. Fabio Quartararo était très ému et il lui a dédié la victoire. Et puis le stade niçois, voilà, le stade niçois qui ne montera pas malheureusement en Pro D2, leader incontesté toute l'année, vraiment épouvantail de la division dans laquelle ils évoluaient. Eh bien les Niçois ont perdu contre Narbonne, c'était ce dimanche. Petite désillusion quand même, parce que les Niçois espéraient bien monter. Je vous propose d'écouter le président au micro de Sébastien Serrano. C'est mêlé vraiment de 2 choses, d'une grande déception parce qu'on s'y voyait, on était premier de la saison régulière, c'est une équipe qu'on était capable de battre, je crois, et puis pour autant une grande fierté parce que c'est une belle saison, on est quand même sur 3 montées en 4 ans, donc il fallait certainement un peu digérer. On sait qu'il y a un gap très important pour aller sur du Pro D2, pour aller sur la division Pro D2, donc c'est vraiment un mêlé de tristesse et de fierté, donc on cumule les deux.
C'est peut-être un mal pour un bien, donc ça veut dire que ça va nous laisser le temps d'avoir des éléments plus performants, c'est-à-dire qu'on a un super groupe, hein. On ne remet pas en question la qualité de notre groupe, mais bon, on voit qu'il faut quelques forces supplémentaires, des postes doublés. On a une mêlée qui a été un peu en difficulté, donc ça commence souvent là, le rugby. Donc c'est effectivement un point de commencement, mais bon, même si on y est quand même depuis un certain temps. Voilà, et des regrets quand même parce que cette demi-finale se jouait à domicile, défaite 12-9. C'était le directeur général, évidemment, vous l'avez reconnu, qui s'est exprimé au micro de Sébastien Serrano. À n'en pas douter, le Stade niçois montera l'année prochaine, en tout cas, on sera tous derrière le club qui réalise quelques très belles saisons ces dernières années. Nous en venons à notre premier invité. En ce grand direct, nous allons parler de la journée mondiale sans tabac. Bonsoir Gérard Van Den Bulck, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est vrai que j'ai dit que vous étiez président, mais vous êtes directeur général du comité de la Ligue contre le cancer dans les Alpes-Maritimes. C'est aujourd'hui la journée mondiale sans tabac. On va le voir grâce à un reportage de Marie Giusto. Durant le confinement et la crise sanitaire, la consommation de tabac a augmenté. On en profitera pour parler de la Ligue aussi, hein, parce que il n'y a pas que la cigarette qui a fait des dégâts durant le confinement. Il y a eu des retards de diagnostic, des déprogrammations. Vous-même, qui organisez beaucoup de choses pour vos patients, n'avez pas pu ouvrir la Ligue normalement, donner toutes les activités que vous proposez habituellement. Ce sera pour la deuxième partie de cette interview. D'abord, ces chiffres, on constate notamment chez les précaires une augmentation de la consommation du tabac. C'est une étude qui a été publiée aujourd'hui. Et vous le verrez dans le reportage qu'on a fait aussi, nous, de notre côté. Les gens avouent avoir beaucoup plus fumé pendant le confinement. J'imagine que c'est un diagnostic, en tout cas un état de fait qui vous inquiète. Oui, tout à fait. De toute façon, le fait de rester chez soi donne du temps et pour un fumeur, il va passer son temps à allumer des cigarettes, c'est clair. C'est clair que le confinement n'a pas été une bonne chose. Alors, au niveau des chiffres, on est quand même toujours sur un cancer, le cancer du poumon, qui tue énormément, et la cigarette est la première responsable. Tout à fait. Écoutez, j'ai préparé 2-3 chiffres, si vous me permettez, juste pour placer le contexte. Le tabac tue 15 000 personnes par jour dans le monde. L'industrie du tabac fait 1 milliard de chiffre d'affaires par jour dans le monde. C'est-à-dire des gens font 1 milliard de chiffre d'affaires pour tuer 15 000 personnes. Ce qui représente 5,5 millions de personnes par an qui dans le monde meurent à cause du tabac, que ce soit par cancer ou par maladie cardiovasculaire ou autre. 5,5 millions de personnes qui meurent, pour vous donner une idée, parce que c'est beaucoup plus parlant, c'est 35 bombes d'Hiroshima qui tomberaient par an chaque année dans le monde. Ouais, donc, ça resitue la chose. Effectivement, les chiffres sont parlants. Comment expliquez-vous que malgré toutes les campagnes, le prix du tabac qui augmente, la cigarette reste ce fléau, notamment chez les jeunes? Les jeunes, c'est le... Si vous voulez, vous avez entendu la Ligue parler de dénormalisation du tabac. Si vous me donnez 2 minutes, je vais vous raconter une petite histoire qui est simple, qui est la mienne. Je suis né dans les années 50. Je voyais les adultes, c'est-à-dire mes parents. Je voyais les chanteurs que j'aimais bien. Je ne vais pas tous les citer, mais des très connus en France, Johnny Hallyday, des présentateurs de journal télévisé, Yves Mourouzi, des émissions de télé où tout le monde fumait. Tout le monde fumait. Jacques Chirac fumait. Une photo célèbre de Chirac, c'est avec la cigarette au bec. Donc pour un jeune, ça voulait dire quoi pour un jeune? Ça voulait dire pour devenir un homme, il faut que je fume. Oui, mais le discours aujourd'hui, il est normal. Celui-là. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, même à la télévision, la loi Evin est passée par là aussi. Oui. On le sait très vite et très tôt que la cigarette est nocive. Tout à fait, mais il faut travailler, je crois, dans le temps. Il y a une génération, la nouvelle génération, il va falloir lui apprendre que c'est pas la normalité de fumer. Juste pour finir sur mon époque, il ne faut pas oublier qu'au service militaire, parce qu'il y en avait un, l'État nous offrait une cartouche de cigarette tous les mois.
Oui, donc nous étions préparés à devenir des fumeurs. Bon, alors maintenant les jeunes, c'est là où il va falloir dénormaliser le tabac, et c'est pour cela que la Ligue contre le cancer, pour venir en appui à la loi E20, a mis en place des espaces sans tabac que les collectivités mettent en place ou pas, suivant leurs désirs. Est-ce que dans notre région, et plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes, puisque vous gérez évidemment le comité sur la Côte d'Azur, il y a plus de fumeurs qu'ailleurs, parce qu'il fait beau, parce qu'on fait la fête, voilà. C'est ce qui se dit. Alors, oui, effectivement, on vit plus dehors, on fait plus la fête. Est-ce qu'il y a plus de cancers, du coup? Je ne le pense pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de fumeurs, il y a aussi beaucoup plus de monde qui vient d'ailleurs. Il n'y a pas que les gens d'ici, il ne faut pas montrer du doigt, je veux dire, les personnes qui vivent dans le Midi, il n'y a pas que les gens du Midi qui vivent dans le Midi. Bon, il y a donc beaucoup de passages. C'est vrai que c'est la Côte d'Azur, on fait plus la fête dans la Côte d'Azur sur la Côte d'Azur que dans le Berry, c'est sûr. Et bon voilà, quelque part c'est normal. C'est un état de fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le reportage de Marie Giusto, tourné à Nice. On reviendra, donc elle va revenir sur ces chiffres qui augmentent donc chez les personnes en situation de précarité. On entendra aussi le professeur Hoffman, que vous connaissez bien et qui est un cancérologue émérite. Reportage donc sur la Côte d'Azur. Stress, confinement, moins de sport et dans le même temps la consommation de tabac qui augmente chez les plus précaires. Après des années de baisse, la part de fumeurs est passée de 30 à 33% dans cette catégorie de la population. Globalement, le nombre de fumeurs reste stable, mais entre acheter un vélo d'appartement ou une cartouche de cigarette, les Niçois ont vite tranché. J'ai plus fumé alors que j'étais en train de réduire le rythme des cigarettes. Et alors, au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai augmenté. J'ai dépassé la quantité de cigarettes initiale. Le tout premier, celui de l'année dernière, moins, mais après c'était pareil. Je suis passée à un demi-paquet à un paquet quelques par jour. Pour certains, c'est même le contraire. Le retour à la liberté et le déconfinement incitent à fumer plus. J'ai repris plus d'alcool. Le problème, c'est que quand on est fumeur depuis longtemps, c'est machinalement qu'on fume une cigarette, on s'en aperçoit même plus, quoi. Chez les professionnels de santé, la situation inquiète. Le professeur Hoffman du CHU de Nice affirme que la situation est préoccupante, surtout chez les jeunes. Le tabac, c'est 40 000 décès par an en France, liés directement au tabac. On sait que c'est la première cause de décès par cancer en France et dans le monde. Que l'incidence, notamment chez les jeunes femmes, augmente. On a des patientes qui ont 40 ans, 41 ans, 42 ans, que l'on voit ici staffées dans les départements de pneumologie qui ont un cancer du poumon, donc avec un âge qui devient de plus en plus jeune, notamment chez les femmes. Chez les hommes, ça reste stable. Les campagnes successives et l'augmentation des prix ont du mal à réellement inverser la tendance. Le cancer du poumon tue 30 000 personnes par an en France. Voilà, le constat se vérifie par cette petite enquête menée dans les rues de Nice. Évidemment, on peut expliquer cette consommation forte de tabac par l'ennui, le stress aussi, les angoisses et les confinements. Oui, tout ça additionné n'a pas arrangé les choses depuis un peu plus d'un an. Bon, les choses se stabiliseront en reprenant une vie normale puisque nous sommes en train de le faire. Je pense que le combat contre le tabac demande de la patience. Et je dis bien contre le tabac et pas contre les fumeurs. Vous remarquez que la Ligue a fait un espace sans tabac, un label, et non pas un espace non fumeur. Pour nous, les fumeurs sont les victimes de l'industrie du tabac. Donc nous attaquons au tabac et non pas aux fumeurs. Mais c'est un combat, un long combat. Cela dit, il faut se rendre compte que tout ce qui a été mis en place commence à porter ses fruits. Entre 2016 ou 2018, je crois, il y a eu 1 600 000 fumeurs de moins en France. Mais il faut de la patience, les gens ne peuvent pas s'arrêter comme ça de fumer. Il y a peut-être dans les générations, j'allais dire seniors, eh bien mon Dieu, ils fumeront jusqu'à la fin de leur vie. Essayons de travailler, c'est le boulot que nous avons tous à faire, c'est que les générations futures ne soient pas prises par cette cigarette. Alors vous êtes évidemment
hyper actif sur la question. Des espaces sans tabac, il y en a plusieurs dans les Alpes-Maritimes. On souffre aussi de la proximité avec l'Italie où le tabac reste encore moins cher. Oui. Donc là, dans notre département, les politiques gouvernementales sont peut-être un peu moins efficaces, bien qu'il faille quand même aller jusqu'en Italie. Oui, mais enfin, quand on va en Italie acheter des cigarettes, on n'achète pas que des cigarettes. Donc je pense que l'économie se fait sur le nombre d'achats que l'on peut faire. Oui, c'est le problème de tous les départements limitrophes frontaliers. Tous. Puisque les cigarettes sont moins chères ailleurs qu'en France. Et que le combat est très difficile. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que la cigarette représente une entrée d'argent assez importante pour l'État. Oui, tout à fait, oui. Puisqu'il y a des taxes. C'est une condition. Évidemment. Alors, est-ce que cette crise vous inquiète ? Alors, elle vous inquiète, oui, mais encore plus maintenant qu'on se déconfine et que les patients vont venir se faire dépister, vont découvrir qu'ils ont des cancers en général, pas uniquement les cancers du poumon. Mais c'était un problème que redoutaient les professionnels de santé, que durant les confinements, on mette sous le tapis certains symptômes et qu'on n'aille pas se faire dépister. Oui, alors c'est sûr que les gens ont d'eux-mêmes reculé, surtout au niveau du dépistage. Les établissements de santé qui étaient malheureusement pris pour une autre cause ont retardé, mais ce n'était pas de leur volonté, c'était comme ça. On retardait des traitements, on retardait des opérations, des diagnostics. Et l'étude qui a été faite au niveau national montre qu'il peut y avoir, dans les 3-4 années qui viennent, à peu près 15 000 personnes qui décéderont du cancer qui ne devaient pas en décéder. Parce que dépister trop tard. C'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard parce qu'à côté de ça, c'est très délicat de parler de tout ça parce qu'à côté de ça, la recherche avance très vite. Mais on a tendance à dire que la meilleure façon d'avoir le plus de chances de s'en sortir, c'est de dépister très tôt. C'est de dépister très tôt. C'est d'éviter éventuellement, parce qu'on peut, il y a 40% des cancers qui sont évitables, suivant comment nous vivons. Voilà, il faut aussi que nous fassions l'effort. La société fait un effort, les chercheurs font des efforts, les établissements de santé, les chirurgiens font des efforts. Nous avons, nous aussi, en tant qu'individus, notre part de responsabilité, à nous aussi de faire des efforts. Un mot sur tout ce que vous proposez à la Ligue, au centre-ville de Nice, des ateliers bien-être, des accompagnements psychologiques, de la sophrologie, du sport santé. Vous vous êtes ouvert, depuis plusieurs années maintenant, à tout un champ d'accompagnement et, j'allais dire de thérapie alternative, mais c'est un mauvais terme parce qu'on pourrait être confondu avec... C'est pas de la médecine. Mais en tout cas, vous travaillez aussi sur le corps et sur l'esprit. Oui, vous savez, nous avions constaté, il y a de très nombreuses années, qu'une personne qui sortait de l'établissement de santé après avoir été opérée se retrouvait la plupart du temps seule. Et en dehors de revenir dans l'établissement de santé faire des traitements, il y avait une multitude de problèmes psychologiques, physiques, professionnels qui apparaissaient et que la personne ne savait pas gérer. Et donc la Ligue avait, puisque le premier espace Ligue qui a été créé, c'était à Nice, justement, en 2006, fin 2006, la Ligue avait décidé de créer des espaces d'accueil pour ces personnes, pour faire une sorte, disons, de passerelle entre la maladie et un retour à la vie normale. Voilà. Alors nous avons un espace Ligue à Nice, nous en avons un à Antibes, et pendant cette période, comme vous le disiez tout à l'heure, qui était de confinement où nos espaces Ligue étaient fermés, nous avons continué à assumer les rendez-vous comme on a pu, par téléphone, par visio, et on a gardé le cap. Nous nous sommes occupés de beaucoup de gens. Là, nous réouvrons à partir de demain les espaces Ligue. Je peux vous dire qu'on l'a annoncé il y a une quinzaine de jours. Les carnets de rendez-vous sont pleins. Pour terminer, on ne pouvait pas ne pas évoquer Axel Kahn, qui est votre désormais ancien président national à la Ligue, le généticien qu'on a beaucoup reçu dans cette émission, qui est un amoureux de Nice, qui venait souvent, qui vient toujours donner des conférences, participer au Festival du Livre de Nice. Il a révélé être malade du cancer et que ses jours étaient comptés. Il le dit comme ça. C'est un de vos proches, vous le connaissez très bien en plus. Oui, je le connais très bien. Alors je vais essayer justement de laisser de côté
ces liens amicaux que nous pouvons avoir, parce que là, par contre, je ne sais pas si je pourrais aller au bout du discours, je vais parler en tant que directeur d'un président qui sera président jusqu'à demain, puisque le conseil d'administration national aura lieu demain après-midi, où il aura un successeur par intérim jusqu'à l'année prochaine, puisque l'année prochaine, il y aura l'Assemblée générale qui aura lieu à Nice, au Palais des Congrès à Acropolis. Il reste un président marquant de l'histoire de la Ligue contre le cancer. Il a fait prendre un virage à la Ligue gigantesque et il a préparé la Ligue en l'espace de 2 ans, c'est un temps très court. Il a préparé la Ligue au combat d'aujourd'hui et de demain et je pense que le nom d'Axel Kahn restera très très longtemps gravé dans l'esprit des ligueurs. À n'en pas douter, et on le salue bien évidemment. Axel Kahn, merci beaucoup Gérard Van Delbult d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Directeur général donc, du comité de la Ligue contre le cancer dans les Alpes-Maritimes. On va donc attaquer maintenant la deuxième partie de ce grand direct. Avec dans les titres ce coup de colère des nageurs en eau libre à Marseille, petite manifestation aujourd'hui, vous le verrez dans quelques instants. Ils dénoncent les conditions de sécurité qui ne sont plus au rendez-vous. Ils sont quand même 3000 à pratiquer cette discipline et vous allez le voir, ils ont organisé une journée sans bouée. Ensuite, nous irons du côté de l'étang de Berre, toujours en Provence, pour assister à cette opération de dépollution. Elles se multiplient ces opérations de dépollution, elles sont souvent menées également par des associations. Reportage dans quelques instants. Et puis, le pouvoir des animaux, nous en parlerons avec l'écrivain lauréat du Goncourt et niçois Didier Van Kovlart. C'est le nom de son dernier ouvrage, Le pouvoir des animaux. Il sera notre invité pour la deuxième partie de ce grand direct. Mais pour débuter donc, l'action des libres nageurs de Marseille qui réclament un peu plus de sécurité. Ils ont manifesté sur la place des Catalans. L'activité se développe de plus en plus dans la cité phocéenne. Valentin Rodriguez. Ils étaient une dizaine d'adhérents de l'association Libre Nageurs à placer provisoirement une vingtaine de fausses bouées entre la digue et la plage des Catalans. Ces passionnés de mer réclament plus de considération pour leur activité. Le but de l'action d'aujourd'hui en particulier, c'est de demander qu'il y ait une fermeture du passage entre la plage des Catalans et la digue au bateau et que donc on crée ici une espèce de stade, d'arène aquatique, d'arène de nage parce que on ne voit pas vraiment pourquoi les bateaux auraient l'obligation de passer du côté plage de la digue. Ils pourraient très facilement la contourner et ainsi éviter de mettre en danger les nageurs parce que c'est un fait, il y a de plus en plus de personnes qui font de la nage en mer. À Marseille, ils sont plus de 3000 à nager en pleine mer chaque année, une activité qui s'est développée durant la crise sanitaire, avec notamment la fermeture des piscines de la ville. La réglementation, je pense, est faite avant tout pour les bateaux. Ensuite, pour la plaisance, peut-être les scooters de mer, les kayaks et les paddles, mais le nageur en dehors de la rangée des bouées des 300 mètres n'existe pas. Et je pense que là, il faut se mettre autour d'une table et trouver des réglementations adaptées au nouveau contexte. Une rencontre avec Hervé Manchon, adjoint au maire de Marseille, délégué à la préservation et aménagement des espaces marins, est prévue dans les prochaines semaines. Et puisqu'on parle d'espace aquatique, direction l'étang de Berre, on est évidemment toujours en Provence et dans les Bouches-du-Rhône. Entre avril et octobre 2021, Wings of the Ocean organise un programme de dépollution massif de ce lieu emblématique. Plusieurs opérations en collaboration avec les collectivités, les associations et les populations locales, bien sûr. Reportage à Istres, signé Manon Mujica. Le cadre invite au farniente, mais pas question de chômer pour ces bénévoles de l'association Wings of the Ocean. 5 fois par semaine, pendant 7 mois, ils opèrent des dépollutions de l'étang de Berre, comme ici, un ramassage de déchets sur la plage de la Romaniquette à Istres. Le polystyrène, c'est un véritable fléau parce que quand on le touche, il va se désagréger très facilement et on va se retrouver avec des minuscules grains de polystyrène qui sont extrêmement durs à trouver et à ramasser. Avec l'aide de volontaires, un premier tri est effectué sur place.
Chaque mégot est compté, chaque catégorie pesée. Objectif, collecter les données les plus exhaustives possibles. Toute cette donnée, elle va être ensuite répercutée sur une plateforme qui s'appelle Remède. Et cette plateforme, en fait, va être accessible en open source par les scientifiques, par les communes, par différentes personnes, pour pouvoir expliquer soit des phénomènes de pollution ou regarder le problème plus en détail pour pouvoir appliquer des solutions. Débutée en avril dernier, la mission a déjà permis de ramasser 7 tonnes de déchets, aussi bien sur terre que sous l'eau, grâce au Saint-Amour. C'est le nom du voilier de l'association. Donc pour aller sur des plages qui sont difficilement accessibles par la terre, typiquement ici la Petite Camargue qui n'est inaccessible autrement que en kayak par exemple ou en paddle. Nous, ça nous permet de récupérer des déchets à des endroits qui ne seront jamais récupérés. Et c'est pour ça qu'on agit avec les voiliers et puis ça nous permet aussi d'aller dans l'étang vraiment et de pouvoir plonger et de pouvoir récupérer des choses qui sont soit en surface, soit dans le fond de l'étang. La mission s'achèvera en octobre. D'ici là, Wings of the Ocean souhaite sensibiliser le plus large public possible et orienter les collectivités en faveur de la préservation de cette étendue, le deuxième plus grand étang salé d'Europe, loin d'être épargné par la pollution. Ils ont moins de 30 ans et sont mis en avant par le gouvernement pour leur implication régulière pour la nation. On les appelle les prodiges de la nation et parmi eux un trinitaire. La Trinité, c'est dans les Alpes-Maritimes, qui est seulement âgé de 14 ans. Lucas, il a été reçu ce matin par le maire de la commune, Ladislas Polski, et forcément aussi par la caméra de Sébastien Serrano. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Oui, ça fait plaisir, salut. Bonjour, ça va bien? Lucas, 14 ans, a été reçu ce matin dans le bureau du maire de sa commune de la Trinité avec ses parents pour évoquer sa nomination en tant que prodige de la République. Avec cette opération nationale, le gouvernement souhaite récompenser les Français méritants de moins de 30 ans qui se sont illustrés par leur engagement pour la société. Lucas, lui, avait tapé dans l'œil de monsieur le maire depuis bien longtemps. Dans son cas, il participe activement à une association patriotique, ce qui n'est pas commun, effectivement, et dans les nombreuses manifestations de commémoration patriotique, où il y a la responsabilité pour nous tous d'entretenir la mémoire, d'entretenir l'histoire et l'amour de la patrie. Il y a un jeune homme qui est très souvent là, qui est dans la vallée, qui participe à ces commémorations patriotiques. Je l'avais repéré depuis longtemps et j'ai proposé encore une fois qu'il soit mis à l'honneur parce que ça n'est pas commun, mais par contre c'est très utile. C'est ici, juste derrière la mairie, que tout a commencé pour Lucas. C'est lui qui a demandé à son père de l'accompagner à une cérémonie. À l'époque, il n'a que 8 ans et demi. Son papa se souvient de ce moment qui a marqué le point de départ de l'investissement de Lucas. Pour la cérémonie du 11 novembre, Lucas avait 8 ans et demi. Il a tenu à venir y assister. Ensuite, j'ai incorporé la section de Lotion des anciens combattants, l'UNC Lotion. Et ils ont accueilli mon fils à bras ouverts et depuis, ils portent le drapeau pour la section Lotion. Ils ne loupent aucune cérémonie. Le profil de Lucas lors des cérémonies a de quoi surprendre. Élève de 4e à la Trinité, il peut compter sur les doigts d'une main les amis du même âge qui l'accompagnent lors des différentes commémorations. Lucas, lui, reste un garçon comme les autres. Je reste humble, comme j'ai dit. C'est pas parce que je reste ça que je suis plus haut que tout le monde. Je reste un jeune comme les autres, je fais parfois des bêtises. J'ai eu un 3 sur 10 en italien ce matin. Je suis nul en maths, en physique-chimie. Mais c'est pas grave, il faut rester humble, on a nos points forts et puis c'est pas parce qu'on ne réussit pas forcément dans des choses qu'on ne peut pas réussir dans la vie. Une fois les études terminées, c'est vers l'armée ou les forces spéciales que Lucas aimerait se diriger. La route semble en tout cas toute tracée. Voilà le parcours qui ne fait que débuter de Lucas, qui est en tout cas un prodige de la République. Nice, à présent, nous prenons la direction de la capitale azuréenne pour découvrir ce supermarché coopératif. Le deal est simple, vous travaillez à l'intérieur du supermarché et en échange, vous bénéficiez de réductions pour faire vos courses. Le concept vous est présenté par Stéphanie Mossman. Dans la capitale azuréenne, Thérèse s'apprête à faire quelques emplettes. Dans cette petite épicerie niçoise, cette infirmière a l'impression d'avoir gagné du pouvoir d'achat. Jus de fruits pétillant, voilà, poire, pommes, un prix aussi très raisonnable.
Garantie 100% bio. Thérèse trouve surtout à des prix très abordables des produits de qualité ou encore des paniers de légumes qui sont bio. C'est la première fois que je le prends, je suis très contente. Donc j'ai des épinards, des blettes, de la salade, des carottes, des pommes de terre toutes fraîches, un beau chou-fleur. Tout ça pour la modique somme de 22 € et un super butternut. On ne peut pas trouver plus frais, plus joli et si bon marché. Exit les grandes surfaces, les paniers standards. Ici, l'offre diffère de la distribution classique. Pas forcément sur les unités de besoin, mais plutôt sur l'origine des produits. Si c'est une coopérative, si c'est une association, un maraîcher, ça sera des produits qu'on va privilégier par rapport à des entreprises classiques. C'est une question sociale, environnementale et de valoriser en fait des petites entreprises et des petits artisans qui essayent de produire le mieux possible. L'enseigne prend le contre-pied des supermarchés classiques. Dans les rayons, 80% des produits sont bio. Pour les fruits et légumes, c'est 100%. Certains produits sont achetés directement chez le producteur, le tout dans un esprit écolo. Avec une promesse, être 20 à 30% moins cher. C'est vrai que c'est un des rayons les plus chers, mais du coup, nous, on arrive à avoir des prix vraiment très très compétitifs par rapport à l'ensemble des magasins bio qui existent. Voilà, il y a vraiment, on est entre 30 et 40%. Là, on fait une vente en ligne parce qu'on fait des commandes en ligne aussi sur certaines marques. Et là, par exemple, on est à presque 40% de moins que dans un supermarché bio classique. Le premier secret pour être moins cher, c'est de faire travailler ses clients. C'est le principe d'une épicerie coopérative et participative. Donc, voilà madame, je vais te remplacer après alors. Les membres du supermarché doivent travailler quelques heures bénévolement dans le magasin. Mais pas toujours facile de s'y retrouver quand ce n'est pas son métier. Il y a une formation pour faire la caisse. Et encore maintenant, j'appelle au secours parce que je ne suis pas douée du tout. Mais c'est pas grave, il y a toujours quelqu'un qui reprend derrière. Au total, le collectif compte aujourd'hui plus de 238 membres. Je suis doctorante en sociologie, j'enseigne à la fac d'Aix-Marseille. Universitaire et j'ai aussi eu une carrière dans la diplomatie. Moi je suis professeure de SVT en collège. Apparu avec la crise économique de 2008, les pratiques de consommation collaborative ont été massivement adoptées par les Français. Des modes de consommation qui privilégient le partage et l'échange. Une opportunité de créer du lien, faire des économies, tout en contribuant à préserver l'environnement. Et avant de parler littérature avec Didier Van Kovlart et de vous rappeler les titres de ce lundi, un dernier reportage du côté de Roquevert. C'est dans les Bouches-du-Rhône. La commune a proposé à ses habitants d'élire les 7 merveilles sur son territoire. Manon Mujica vous en fait découvrir quelques-unes. L'instrument, majestueux, ne passe pas inaperçu. Avec ses 5000 tuyaux et ses 14 mètres de haut, il surplombe la nef de l'église Saint-Vincent à Roquevert. L'orgue, initialement érigé en 1827, arrivé à bout de souffle, a fait l'objet d'une restauration il y a 25 ans. On a acheté la console de Pierre Cochereau, qui était l'organiste titulaire de Notre-Dame de Paris. À partir de cet orgue basique, on a ajouté donc des tuyaux, on a refait la façade de l'orgue, on a arrangé la console de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus moderne. C'est une des rares consoles qui soit reliée à l'orgue par des fibres optiques. L'orgue, mais aussi les ruelles médiévales et escarpées du centre ancien, la maison colorée de l'artiste Daniel Jacqui ou encore des formations naturelles comme l'Uvonne ou au loin le Garlaban. Voici quelques-unes des 7 merveilles de Roquevert. Elles ont été désignées après une consultation citoyenne lancée en septembre dernier. Résultat, 507 participants et plus de 2700 propositions. Prochaine étape pour la municipalité et les associations, créer une signalétique et un circuit touristique. Objectif, revaloriser ce patrimoine pour attirer curieux et touristes. Aujourd'hui, Roquevert, ce n'est pas un village de dortoir, mais il n'y a plus aucune industrie, il y a beaucoup de commerces qui sont extériorisés. Donc on veut redonner vie au centre-ville, redonner envie de vivre dans Roquevert ou dans ces hameaux, dans ces campagnes. Et le tourisme apportera beaucoup de tout cela.
Le tracé du circuit doit être mis au point et dévoilé d'ici les prochaines journées européennes du patrimoine. L'application se fera en 2022. Voilà pour cette initiative prise par la mairie de Roquevert. On se retrouve dans quelques toutes petites secondes avec Didier Van Kovlart. Avant cela, vous le savez, 18h45, l'heure du rappel des titres dans ce grand direct. Ça y est, c'est parti. La vaccination est désormais ouverte à tous et à toutes, à condition que vous ayez 18 ans. Il y a des rendez-vous un peu partout dans notre région. On flirte avec les 2 millions de premières injections. Le deuxième injection a été déplacé sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais où sont donc les touristes étrangers ? Pas sur la Côte d'Azur, ni dans le Var, ni dans les Bouches-du-Rhône. Forcément, la crise sanitaire les fait hésiter. Ils sont habituellement 32% à occuper les hôtels, les réservations, les campings. C'est moitié moins cette année. Une perte qui est compensée quand même par la venue de touristes français. Et puis la journée mondiale sans tabac, la consommation augmente, notamment chez les plus précaires. Nous étions avec le président de la Ligue contre le directeur général de la Ligue contre le cancer dans les Alpes-Maritimes. Le combat continue, 30 000 décès par an dus au cancer du poumon. Bonsoir Didier Van Kovlart, merci d'être avec nous, l'un des plus niçois des prix Goncourt. Merci d'être là. On va évoquer avec vous le thème de ce livre, Le pouvoir des animaux, qui paraît chez Albin Michel, que j'ai là. Vous allez nous raconter un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que on y apprend plein de choses. En gros, vous dites que seul les animaux vont sauver l'humanité ? De manière concrète, oui, pour quelques exemples précis. Et puis sur le plan psychologique, tous ceux qui ont près d'eux un animal familier ou qui vivent non loin d'animaux plus sauvages savent ce que la conscience, l'attention, l'amour inconditionnel des animaux peut nous apporter, peut changer en nous, peut nous rendre plus humains. Et puis, plus concrètement, pour répondre à votre question, oui, le roman, c'est la rencontre entre 1 millimètre d'espoir et 6 tonnes de rêve. Oui, c'est les deux animaux héros de votre livre. Oui, et l'un a sans doute le pouvoir d'empêcher la fin du monde et l'autre la possibilité de renforcer les défenses immunitaires et le pouvoir d'auto-guérison des êtres humains. Et ça n'est pas du roman, c'est la réalité. Alors la première des choses qu'on fait grâce à votre livre, alors le mammouth on connaît, c'est évidemment un animal pas qu'on maîtrise parce que personne n'en a jamais vu, en tout cas dans notre génération, mais ensuite le tardigrade, j'ai dû noter le nom parce que j'arrive pas à m'y faire, 1 mm, 8 pattes, il a 130 000 ans. Alors celui du roman, le tardigrade de ce roman a été trouvé au Groenland dans un de ces puits de glace éphémères creusés par les rivières au moment du dégel. Et un glacionaute, un explorateur des glaces, descendu dans ce puits qui en fait donne accès aux archives de la Terre. Il descend à 200 mètres, et 200 mètres, ça veut dire 130 000 ans. Et là, il effectue un prélèvement, et de retour dans sa tente chauffée avec d'autres scientifiques, il attend que ce prélèvement dégèle. Et puis au microscope, il aperçoit parmi des poussières d'étoiles et des bactéries inconnues un petit animal avec 8 pattes, un physique entre le sac d'aspirateur et la saucisse cocktail. Et tout à coup, cet animal remue les pattes et se met à trotter. Le tardigrade est revenu à la vie et c'est un des pouvoirs de cet animal. C'est-à-dire que lorsque les conditions extérieures ne lui paraissent pas propices à sa survie, il se déshydrate, il se lyophilise comme nos soupes en sachet et il évacue 99% de son eau. Et lorsque les conditions lui paraissent plus favorables, il se réhydrate en absorbant l'humidité de l'air et revient à la vie.
Et donc il est capable de réparer de l'ADN si on... Alors, il répare son propre ADN, oui. Oui, le sien, voilà. Mais donc c'est un vrai espoir pour l'humanité. C'est là où on en revient à la première question. Le secret de son incroyable résistance, c'est-à-dire il résiste au zéro absolu, il résiste à 400-500 degrés, à des pressions 4 fois supérieures à celles qu'on trouve au fond des océans. Il résiste aussi au vide spatial. On a mis des tardigrades en orbite autour de la Terre dans la mission spatiale Photon M3. Et ils sont revenus avec l'ADN un peu abîmé, mais vivant, et ils ont réparé leur ADN. Toutes ces capacités extraordinaires, c'est grâce à une protéine qu'ils possèdent, que les scientifiques, Wendy Lane, la jeune biologiste dans mon roman, et des chercheurs japonais dans la réalité, ont appelé la DSUP. Et cette protéine, on l'a insérée dans des cellules humaines, qu'on a bombardé de rayons mortels, en l'occurrence des rayons X. On sait que l'être humain décède au-delà de 570 rad, c'est l'unité de mesure. Le tardigrade, lui, est toujours vivant à 570 000 rad. Et là, ces cellules humaines, au-delà de 500 000 rad, sont restées vivantes. Donc, c'est un espoir extraordinaire pour pouvoir justement doper notre système immunitaire et provoquer ces réparations, ces autoréparations d'ADN si importantes dans le cas des cancers et de la maladie d'Alzheimer. Alors, ça c'est pour le tardigrade, mais le mammouth a lui aussi un rôle, enfin pourrait avoir un rôle essentiel. Nous l'avons exterminé et en fait j'ai appris aussi, alors vous allez me dire si tout est vrai, parce qu'il paraît que tout est vrai, mais vous allez me dire si tout est vrai, que le mammouth remuait la Terre, ce qu'il ne fait plus donc aujourd'hui, et que du coup, aujourd'hui, des virus, des gaz, des choses se sont un peu accumulées, et que le dégel pourrait provoquer des catastrophes. Oui, alors là, en fait, la source d'inquiétude numéro 1 sur Terre aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face, c'est le dégel du permafrost. Ces terres constamment gelées jusqu'alors, notamment en Sibérie, et qui retiennent prisonniers, évidemment, les virus des pandémies millénaires d'autrefois, oubliées, et puis des milliards de tonnes de gaz carbonique et de méthane. Et là, il y a de plus en plus d'explosions de bulles de méthane, et on sait que le jour où ce sol dégèle, les explosions, les incendies que causeront ces milliards de tonnes de méthane lancées dans l'atmosphère correspondront à 5 fois l'incendie de toutes les zones boisées de la Terre, d'après les spécialistes. Donc clairement la fin du monde. C'était prévu pour dans 2 siècles, 1 siècle, et là on pense que d'ici 50, 70 ans, il va vraiment y avoir un problème. Sauf que on a la solution. C'est de remettre les animaux là où l'homme les a fait disparaître, dans cette forêt sibérienne qui est devenue une forêt morte, parce que, comme vous le disiez, les animaux n'étaient plus là pour remuer la neige et pour chercher leur nourriture. Et donc cette neige intacte agit aujourd'hui comme un isolant thermique et empêche le sol de rester gelé en profondeur. Et depuis 20 ans, dans un endroit qui est là, le cadre du roman et que je n'ai pas inventé, qui s'appelle le Pleistocène Park, en Sibérie, eh bien, des chercheurs ont réintroduit depuis 20 ans les descendants des animaux qui peuplaient ces lieux à l'âge de glace, c'est-à-dire des bisons, des bœufs musqués, des chevaux sauvages. Et grâce à l'action de ces animaux sur l'écosystème, ils ont réussi à ce que le sol refroidisse de 19 degrés en 20 ans. Donc pour une fois, on a une menace écologique et on a la solution. Alors, évidemment. Pour parachever tout ça, il faudrait le mammouth. Le mammouth qui était le roi de la steppe sibérienne et qui, si on réussit à le cloner, ce qui est au cœur de ce roman aussi, et de projet dans la réalité à l'université d'Harvard, eh bien, on aura, semble-t-il, réglé le problème. Alors après, se pose bien sûr la question de la bioéthique. C'est ce qui est fou, c'est que c'est hyper documenté. Là, la façon dont on en a parlé, c'est presque très scientifique, mais je ne voudrais pas rebuter les gens qui n'aiment pas la science. C'est un vrai roman de Didier Van Kovlart. On y retrouve votre écriture, vos personnages. On est parfois amusé, on est pris. Voilà. Les 2 chercheurs, Wendy, qui est cette jeune femme passionnée par le tardigrade, et Franck, cet homme passionné par le mammouth, vont vivre
un coup de foudre compliqué par une rivalité scientifique autour de ces animaux dont chacun est le spécialiste et celui qui veut déclencher tous les crédits de recherche, évidemment, pour son animal fétiche. Et voilà, j'ai voulu raconter cette histoire d'amour, de rivalité, d'empathie, et cette histoire vue par les deux animaux. Cette histoire est racontée par le tardigrade et par le mammouth. Je voulais montrer le regard des animaux sur l'être humain, sur ses errances, ses potentiels, ce qu'il a d'admirable et de consternant. Et voilà, je pense que oui, aujourd'hui, c'est le regard des animaux qui peut nous aider à redevenir plus humains, et c'est les liens que nous acceptons de nouer avec eux et l'humilité qu'il nous faut à nous pour reconnaître que nous avons tant perdu de choses, d'instinct, d'intelligence de l'environnement, d'intelligence de l'autre par rapport à ce qu'a conservé l'animal, qu'il est urgent de nous ressourcer à son contact. Restez avec nous pour la fin de l'émission, Didier. Je voudrais vous montrer un reportage qui est consacré aux abeilles. Là aussi, animal que vous connaissez bien. Hein, vous voyez où, un de mes grands sujets aussi. Voilà, où je veux en venir. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, ce reportage, puisque elles sont plusieurs centaines à hiberner. Alors, ce sera pour l'hiver prochain à Mandelieu, Alexis Ricard. L'hiver prochain, la ville de Mandelieu accueillera 450 ruches durant l'hivernage. Ce lundi, une convention a été signée entre la mairie et 3 apiculteurs. Ces derniers pourront amener leurs abeilles sur plusieurs terrains mis à disposition. Alors le principe est simple, donc ce sont des apiculteurs locaux qui ont leurs ruches, à qui nous mettons à disposition des terrains communaux, donc des terrains naturels, pour qu'ils puissent en installer plusieurs centaines. On commence par 450 ruches. La volonté, c'est d'arriver très rapidement à plusieurs milliers. Et ça, c'est pour les terrains qui nous entourent, des terrains vides. Et la prochaine étape, c'est de réintroduire les ruches en milieu urbain, sur le toit des immeubles, dans les bâtiments publics et même dans les cours d'école. Les abeilles hivernent plusieurs mois et cette baisse d'activité est importante pour la santé de l'essaim. Il faut les protéger l'hiver pour qu'elles démarrent au printemps avec des abeilles nouvelles, qui aient de la ponte pendant l'hiver, même si la reine s'arrête de pondre à un moment donné, ou pour moins. Et après qu'il y ait beaucoup de ponte au printemps et que les ruches soient fortes pour pouvoir faire de belles mielées. Mais ça permet d'avoir des colonies qui sont suffisamment puissantes pour pouvoir résister après par la suite de la saison à tout ce qui va venir les attaquer, quoi. Une quarantaine de facteurs contribueraient à la surmortalité de ces hyménoptères. Outre certains produits phytosanitaires, des maladies comme des virus ou le champignon Nosema, des parasites comme le varroa peuvent aussi anéantir une ruche. Un bon repos permet donc de renforcer l'immunité. La transhumance près du littoral, quant à elle, autorise une reprise d'activité plus tôt dans l'année et le butinage de fleurs précoces. L'enjeu, c'est de trouver des endroits où elles vont passer l'hiver tranquille, où elles n'auront pas besoin de forcer trop pour maintenir la ruche à bonne température et pouvoir se nourrir correctement. Donc on cherche des endroits, évidemment, le plus chaud possible, où les fleurs démarrent un petit peu plus tôt, au printemps par exemple, où il y a encore des fleurs en automne, comme l'arbouse, sur Mandelieu, il y en a notamment. On a la température, un climat clément, et pas de pesticides et des fleurs qui démarrent très tôt dans la saison parce qu'on est privilégié par la météo, quoi. L'hivernage des ruches à Mandelieu devrait commencer entre octobre et novembre prochain. Voilà, Didier Van Kovlart qui parle du pouvoir des animaux. En 2013, entre autres, vous vous étiez intéressé aux abeilles. Oui, j'ai beaucoup écrit sur les abeilles dans J'ai perdu Albert, dans les abeilles et la vie. Voilà, bravo à Mandelieu, bravo aux gens qui prennent ces initiatives. Oui, il faut aider les abeilles, oui, il faut réduire au maximum les pesticides, les OGM, les pollutions électromagnétiques, pour leur permettre de n'avoir plus à lutter que contre les ennemis naturels, entre guillemets, comme le frelon asiatique, qui est malheureusement qui n'était pas naturel avant d'être importé dans des poteries chinoises, mais sans l'abeille, sans la biodiversité qu'on offre à l'abeille aussi, il n'y a plus de pollinisation de 80% des fruits et légumes. On court à la catastrophe. Or, les abeilles ont réduit quelques-uns des facteurs de leur surmortalité et déjà elles vont mieux. Donc tout ce qui vient d'être dit dans le reportage est très important. Et puis la passion, il y a toutes les choses pratiques et puis il y a la passion des apiculteurs, la passion de ceux qui veulent partager tous ces pouvoirs extraordinaires qu'ont les abeilles. Donc en les connaissant mieux
Et oui, mettre des abeilles sur le toit des écoles et parler des abeilles aux enfants, c'est ce qui demain aidera encore mieux à leur protection. Merci beaucoup Didier Van Kovlart qui, je le rappelle, signe Le pouvoir des animaux, ce roman aux éditions Albin Michel. On se reverra au plus tard en septembre, les 17, 18 et 19 septembre, pour le Festival du livre de Nice, qui a été décalé mais qui sera bien organisé avec du monde a priori, et c'est une très bonne nouvelle. Merci à vous Didier d'avoir accepté cette invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. À très bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce grand direct. On se retrouve demain, évidemment. On remercie la fine équipe, comme tous les soirs, Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Michael Da Silva, Conceição Fernandez, Fabrice Giusto, Philippe Codet et Stéphanie Mossman. Bonne soirée.